Je vais essayer. Voilà, très précis sur la Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, donc, on peut aborder ces questions d'effondrement en suivant plusieurs grilles d'analyse. Alors moi, je vais vous proposer, ce que j'aime bien faire en général, c'est d'aborder ces questions en suivant deux grilles d'analyse. On peut tout d'abord regarder ces questions d'un point de vue biophysique. Alors, dans ce cas-là, on va plutôt regarder des quantités physiques. Des quantités physiques ou des quantités... Il y a un micro Non, il faut parler fort. Il n'y a pas de... Mais s'il y a un micro, c'est la caméra qui donne le son. Donc il faut que je regarde plutôt la caméra pour voir le son. Donc, on peut regarder, donc, dans ce cas-là, on regarde plutôt des quantités physiques ou des quantités biophysiques. L'élément clé, ça va être la ressource, et on peut comprendre la notion d'effondrement dans ce cas-là, on peut la définir comme une chute rapide, une baisse rapide de la production industrielle, de la production agricole et de la population. Alors, on peut aussi aborder ces questions d'un point de vue plus structurel. Alors, ce qu'on va regarder plutôt là, c'est les organisations, c'est-à-dire comment fonctionne la société, comment elle est organisée, quelles sont ses structures. Là, un élément clé sur lequel vraiment les raisonnements s'appuient, c'est la complexité et très souvent aussi les modèles économiques. Et dans ce cadre-là, les gens qui réfléchissent dans cette grille d'analyse comprennent plutôt l'effondrement comme une simplification rapide des structures sociétales. Alors, souvent, on donne aussi un exemple, parce que ça ne parle pas forcément, c'est pas très concret tout ça, on imagine l'effondrement dans ce cadre-là comme une situation dans laquelle les États sont plus capables d'assurer leurs fonctions régaliennes, ou autrement comme une situation dans laquelle les besoins vitaux des populations, vraiment les besoins les plus élémentaires, sont plus satisfaits. Ça donne une idée à peu près de qu'est-ce qu'est un effondrement dans ce cadre-là. Alors, évidemment, il y a des interactions très fortes entre ces grilles d'analyse. Ces grilles d'analyse se recroisent et c'est très intéressant de comprendre comment les choses se croisent. En particulier, évidemment, lorsqu'on a un effondrement de type biophysique, ça engendre en général un effondrement structurel. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment est-ce que les contraintes environnementales génèrent des troubles du point de vue de l'organisation de la société, du fonctionnement de la société, et inversement, comme vous le verrez, vous devriez le comprendre à la fin des trois présentations, en particulier donc les deux collègues, vous devrez entrevoir pourquoi et comment des mécanismes socio-techniques et des mécanismes économiques nous enferment dans des logiques de croissance qui derrière, des croissances matérielles en général, qui derrière nous mènent à des effondrements biophysiques. Donc ça c'est vraiment des éléments clés à comprendre. Alors, donc les chercheurs qui travaillent sur ce genre de thématiques s'appuient sur un certain nombre de cas d'études. Donc il y a à peu près une quarantaine de sociétés connues, répertoriées, étudiées qui se sont effondrées dans l'histoire de l'humanité. Il y en a un certain nombre aussi qui ont failli s'effondrer et qui ne le sont pas, et donc c'est aussi des cas intéressants à regarder. Il y a aussi des chercheurs qui utilisent des modèles numériques pour comprendre un peu, pour essayer de comprendre les phénomènes qu'il y a derrière, essayer de simuler et voir qu'est-ce qui se passe. Alors, dans cette présentation, moi je vais faire un focus sur la partie biophysique, sur les mécanismes biophysiques. Donc ce que je vais essayer de vous faire, c'est vous présenter le mécanisme principal d'effondrement biophysique on va essayer de voir comment la société dans laquelle on est, notre société, se situe par rapport à ce mécanisme. Ça, c'est vraiment un point clé. Ensuite, on va essayer, je vais, alors, si j'ai le temps, j'espère que j'aurai le temps, je vais essayer d'être assez rapide. Je vais aussi essayer de voir les conséquences de ces problèmes-là, sur le plan biophysique, sur des questions géopolitiques. Donc qui est plutôt côté organisation des sociétés, mais à des échelles macro. Alors, donc, comme je l'ai dit, les travaux qui ont été sur lesquels les outils sur lesquels que les chercheurs ont en main, il y a en particulier des modèles numériques. Donc, là, je vais citer le travaux des clubs de Rome qui a été fait dans les années 70 et qui était dirigé par Denis Meadows, qui était professeur au MIT. Ces travaux-là reposaient en fait sur un modèle qui avait donc été élaboré par l'équipe de Meadows, qui s'appelait Wall3,
qui était un modèle du monde, simplifié mais quand même extrêmement complexe, dans lequel il y avait plusieurs centaines de variables et des milliers d'interactions entre ces variables. Et donc là, je vous ai mis une simplification de ce modèle. On a des variables agrégées, donc on peut agréger les variables en 5 catégories, en 5 variables agrégées, qui sont la population, la production industrielle, les ressources, la pollution et la production agricole. Alors, ce modèle a permis à la fois de mener une analyse et de comprendre des phénomènes d'effondrement, mais aussi derrière de générer des scénarios, de simuler des scénarios, donc on verra ça tout à l'heure. Alors ces travaux, ils ont eu un impact colossal. En fait, de ces travaux a été publié un livre qui s'appelait The Limit to Growth, qui a été mondialement connu. En fait, il a été vendu en 12 millions d'exemplaires et il a été traduit en 37 langues. Donc c'est vraiment un impact énorme de ce travail-là. Et on pourra discuter après de l'impact qu'il a eu et comprendre comment il a eu, voilà, à quel point l'impact a été dans les faits. Donc voilà, ce travail a mis, donc c'était dans les années 70, a mis en lumière un mécanisme d'effondrement biophysique, donc je vais essayer de vous expliquer là. Donc en gros, dans ce mécanisme, il y a 4 conditions. En gros, on dit que lorsque on a une croissance physique, un dépassement de capacité de l'environnement à soutenir la vie, qu'on a aussi une érosion derrière de ces capacités et un retard de réaction, alors on a un effondrement du système. Alors pour expliquer ce mécanisme, là je vous ai mis une courbe dans laquelle en abscisse on a le temps, et en ordonnée on peut avoir n'importe quelle variable que je vous ai citée tout à l'heure, donc la population ou la consommation ou la production de ressources. Et donc ce qui nous intéresse, c'est la variation, la dynamique donc, de cette variable dans le temps. Donc voilà, au départ, l'idée c'est qu'on est dans une logique de croissance, c'est pour ça que j'ai mis une courbe qui croît. On peut supposer donc qu'on a, on va dire, une limite au système, et que donc en général on pourrait imaginer que lorsqu'on a une limite, eh ben, la croissance, la dynamique va s'arrêter et ne va pas dépasser la limite. Alors, on peut faire l'hypothèse que ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? En général, on va avoir une érosion des limites. Et donc, une érosion des limites, ce n'est pas forcément très grave, parce qu'on peut imaginer derrière qu'on prend conscience des capacités du système, du fait qu'on ait dépassé les capacités du système, qu'il y a une érosion, et donc on peut réagir et restabiliser le système en baissant notre consommation de la ressource ou autre chose. Le problème arrive lorsqu'il y a un retard de réaction, et que ce retard de réaction entraîne une érosion très importante des capacités du système, et dans ce cas-là, il n'est plus possible de stabiliser, de rétablir l'équilibre, et la seule dynamique possible dans ce cas-là, c'est un effondrement du système. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux du Club de Rome ont permis à la fois de comprendre ce mécanisme-là, de mettre en lumière ce mécanisme, mais aussi de générer un certain nombre de scénarios. Donc là, je vais vous donner un exemple de scénario. Donc ici, on retrouve les 5 variables dont je vous ai parlé tout à l'heure, agrégées, donc la population, la production agricole, la production industrielle et la pollution. Et donc on était dans les années 70, donc ils disposaient donc, des données de 1900 à 1970, c'est les courbes qu'on voit ici tracées sur le graphe. Et donc une fois qu'ils avaient mis ça dans leur modèle, ils font une simulation, ils obtiennent telle courbe, donc ça c'est les courbes jusqu'aux années autour de 2020, je vous ai mis, et la question c'est qu'est-ce qui se passe après, c'est il y a tout qui se casse la figure. Donc ça, c'était le scénario, ce qu'on appelle le scénario business as usual, c'est-à-dire que c'est le scénario où on continue les mêmes politiques, on ne change pas grand-chose aux dynamiques, les mêmes paramètres, donc voilà, on continue les mêmes politiques. Alors, l'idée ici, c'est des modèles qui sont pas quantitatifs, ce qui nous intéresse, c'est plutôt une analyse qualitative de ça. Et derrière, ils ont fait, bien entendu, plusieurs scénarios. Là, ils ne sont pas en train de prédire qu'il va y avoir la fin du monde en 2020, ils ne sont pas à ce niveau-là. Par contre, ce qu'ils s'amusent à faire, c'est d'imaginer plusieurs types de scénarios. Donc ils ont fait des scénarios en faisant l'hypothèse qu'on a des ressources abondantes, c'est ce qui a été vrai. On a trouvé depuis les années 70 beaucoup de ressources, par exemple
des ressources fossiles. Donc là, on se rendait compte que même avec ce genre d'hypothèse, de scénario, ça s'effondrait quand même. Ils ont fait des scénarios où on faisait l'hypothèse qu'on allait investir beaucoup dans les technologies, donc là ça s'effondrait quand même encore. Et ils ont essayé de faire d'imaginer plein de scénarios et de construire des scénarios pour arriver à avoir une situation dans laquelle le modèle se stabilisait, et ils se sont rendus compte que c'était très difficile et qu'il fallait à la fois des ressources abondantes, des technologies, investir dans les technologies, et puis investir aussi sur on va dire des actions sociales, telles que l'éducation de la population, etc. Des choses. Et là, ils arrivaient à stabiliser le modèle. Mais en gros, la conclusion au niveau de l'analyse des scénarios de ce travail, c'était donc on n'est pas capable de prévoir vraiment ce qui va arriver. Par contre, on est quasiment sûr qu'un effondrement de la civilisation industrielle sera difficile à éviter au cours du XXIe siècle. Et donc là, dans ce cas-là, on interprète vraiment l'effondrement comme une diminution de la production industrielle, une diminution de la production agricole et de la population. Alors où on en est? Alors, donc, je vais revenir sur les 4 conditions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, on a tout d'abord une croissance physique, on a dit. Alors, donc la question c'est, est-ce qu'on a cette croissance physique? Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on est en croissance, mais bon, quand même quelques exemples permettent de comprendre ça réellement. Donc ça, c'est la population mondiale depuis 10 000 ans. Donc on a véritablement une explosion de la population mondiale. C'est une exponentielle avec probablement un coefficient très très élevé. Et là, aujourd'hui, on est encore bien plus haut. Hein. Là, on est autour de 7,5 milliards de population. Donc la population continue à augmenter. Alors en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la consommation d'énergie, en fait, a été multipliée par 7 par personne en un siècle. Et ça, malgré le fait qu'on ait multiplié par 3 l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on a augmenté l'efficacité énergétique, mais malgré le fait qu'on ait monté l'efficacité énergétique, on a quand même multiplié par 7 la consommation par personne en un siècle. Donc du coup, grossièrement, on a augmenté notre consommation de services énergétiques par 100. Et donc ça permet de faire quoi? Ça permet de faire en gros tout ce qu'on veut. On a pu construire des villes, des routes, des aéroports, raser des forêts, détourner des fleuves. On a fait en gros tout ce qu'on a voulu. Transporter, transformer tout ce qu'on veut, produire tout ce qu'on veut en toujours plus grande quantité. Et les chiffres qui, je trouve, particulièrement pertinents, par exemple, c'est la consommation de métaux qui a été multipliée par 10 et 15 en un siècle, selon les métaux. La consommation de viande par personne qui a été doublée en 50 ans, et la consommation de céréales qui a été multipliée par 3,5 en 50 ans. Donc on est vraiment dans une dynamique de croissance très importante. Alors, quid du dépassement de capacité? Alors, ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui assez abordées par la presse, plutôt bien abordées par la presse, et qui sont assez connues. Alors, le meilleur indicateur pour comprendre le dépassement de capacité globale, c'est l'empreinte écologique. Ça permet d'avoir une vision macro de la pression environnementale des humains. Donc ici, on mesure une pression en termes de surface. Et on agrège un peu tout, des choux et des carottes, mais ça permet quand même d'avoir une vision agrégée des choses. Alors, quand on regarde cette courbe, on comprend très bien qu'on est en dépassement de capacité depuis plus de 40 ans. Et qu'aujourd'hui, alors là la courbe elle n'est pas à jour, mais aujourd'hui ça continue de monter, hein, et on est à une planète et demie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humanité consomme une planète et demie. Alors en général, on a du mal à imaginer ce que ça veut dire, parce que dans la réalité, on a une planète, on n'a pas une planète et demie, donc c'est quelque chose qui ne percole pas trop, je trouve. Quand je discute, je me rends compte que ça ne percole pas trop de la gravité de la situation. Pourquoi est-ce que c'est grave de consommer une planète et demie, et comment est-ce possible? Alors pour comprendre ça, je trouve que l'exemple des poissons est un très bon exemple. En fait, c'est possible de consommer plus d'une planète parce que on a des limites qui sont sur des flux, et qu'on est en présence de stock. Alors, au départ, si on prend l'exemple des poissons dans l'Atlantique, on avait un certain stock de poissons. Ces poissons, ils se reproduisaient, donc on pouvait pêcher dans notre stock de poissons, il n'y a pas de souci, et on pouvait préserver le stock de poissons tant qu'on ne pêchait pas plus que ce que les poissons étaient capables de se reproduire l'année d'après.
donc ça ne pose pas de problème, et donc on a une limite sur le flux, un flux qui est une quantité de poissons qu'on peut pêcher, on a une limite sur un flux. Par contre, on a un stock de poissons, donc on va pouvoir dépasser ce flux, cette limite de flux, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si on dépasse cette limite, et ben, le stock de poissons va se réduire d'année en année jusqu'à ne plus avoir de poissons. Et c'est d'autant plus... Voilà, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que donc le fait qu'on dépasse la limite fait que tous les ans, on a le droit de pêcher de moins en moins de poissons aussi si on veut pouvoir stabiliser la population de poissons. Et donc du coup, on a aussi une érosion de la limite. On a une érosion de la capacité du système. Alors donc là, j'ai donné l'exemple des ressources. On avait une ressource au départ, donc il y a des flux, une limite sur le flux, et on peut le dépasser grâce à un stock. Quand c'est des questions de déchets, c'est l'inverse. Hein, on a le même problème, mais c'est l'inverse. Le fait qu'on génère plus de déchets que ce que l'environnement est capable de digérer, etc., et fait qu'on va générer un stock de déchets derrière. Donc, le fait qu'on puisse dépasser engendre le fait qu'on engendre un stock de déchets derrière. Et en particulier, donc dans l'empreinte écologique, ça c'est pris en compte sur l'aspect CO2. Les émissions de CO2 sont prises en compte comme il faut. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'empreinte écologique, elle mesure Excusez-moi. Elle mesure peu ou mal, je vais y arriver, un certain nombre d'impacts indirects, comme la pollution, ou l'effondrement de la biodiversité, et qu'en fait, ça nous donne qu'une limite inférieure en fait, de cet impact environnemental qu'on a. Donc c'est vraiment le minimum. Donc déjà, on voit qu'on dépasse très largement, mais en plus, c'est une vision affaiblie en fait, de l'impact réel. Alors, donc comme je le disais, ça a été je trouve que ces derniers temps, ça a été plutôt bien médiatisé, hein, ce dépassement de capacité. Mais souvent, dans les analyses qu'on entend, on parle beaucoup, on met souvent ça en corrélation avec le fait que la population de la planète, elle va encore augmenter, ce qui est dramatique. C'est-à-dire que, évidemment, si on augmente la population, l'impact sera supérieur. Donc ça va pas forcément, ça laisse pressentir que ça va pas bien se passer. Par contre, ce qu'on oublie souvent de dire, en tout cas l'élément qu'on ne souligne pas forcément souvent, c'est que les impacts, en fait, les pressions sont inégalement réparties sur la planète, hein, sur les différentes régions. En particulier, les Américains et les Européens ont une part de responsabilité, ont une empreinte environnementale bien supérieure des autres pays. Et donc, non seulement il ne faut pas que la population en Afrique et en Asie se démultiplie, mais il faut aussi que nous, on réduise très très fortement notre empreinte écologique. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier, on a plutôt tendance à dire les vilains asiatiques vont se multiplier, ça va poser des problèmes. Non, non. Aujourd'hui, ça c'est peut-être dans un futur, mais aujourd'hui déjà, nous, on a à s'occuper de notre empreinte environnementale. Ça, c'est tout aussi important. Donc voilà pour le dépassement de capacité. Donc ça fait consensus, hein, le dépassement de capacité, c'est des choses bien connues et bien diffusées. La question de l'érosion des sols aussi, en partie, est assez bien connue, mais de manière on va dire, moins homogène. Donc allons-y. Alors, la première chose dont on a besoin pour vivre, hein, à la fois les humains, mais aussi les animaux et les plantes, hein, c'est l'eau. C'est-à-dire que c'est une condition indispensable à la vie. Et aujourd'hui, on a 50% de la population mondiale qui vit dans des régions où les réserves en eau diminuent, liées à cause d'une surexploitation des nappes aquifères. Autrement dit, ces pays-là vont avoir des problèmes d'eau assez vite. Tous ces gens-là vont avoir des problèmes d'accès d'eau probablement assez vite. On a aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 70% des prélèvements d'eau douce sont destinés à l'irrigation et qu'on a aussi 40% des récoltes aujourd'hui qui proviennent de terres irriguées. Autrement dit, les marges de manœuvre sont très faibles et toutes les tensions sur l'eau vont très vite se répercuter en des tensions alimentaires. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience fortement.
Donc voilà. Alors, la question de... Alors, on a besoin aussi, donc, pour vivre, d'humus. Ça, c'est aussi indispensable, tout aussi indispensable que l'eau. En gros, l'humus, c'est une toute petite couche de terre qui rend la terre fertile, qui rend le sol fertile. Et cette couche d'humus, elle a mis, des centaines de milliers d'années à se générer, et elle est en train de partir à cause de l'eau, de l'érosion du sol, et principalement donc, à cause de la façon le fait qu'on n'exploite pas forcément bien les sols. Et aujourd'hui, le genre de chiffre vraiment qui parle, c'est le fait qu'on a aujourd'hui 25% de la surface continentale qui est en désertification et que ça menace la vie quotidienne de plus d'1 milliard d'êtres humains aujourd'hui, et donc quasiment partout dans le monde, hein, c'est quasiment tous les pays. Et que ce phénomène il est en train de s'accélérer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, dans les années 60, on avait 1500 km² de progression des déserts par an, et aujourd'hui on est à plus de 3000. Alors, c'est pas qu'un problème de désertification, en fait cette problématique d'érosion des sols elle touche toutes les terres, hein, en particulier donc les terres cultivées. Donc on a un tiers des terres cultivées aujourd'hui qui sont soumises à l'érosion excessive, et les agronomes ont mesuré réellement aujourd'hui le fait que l'impact sur le rendement de la production agricole de ce phénomène. Et en particulier, donc, ils arrivent à montrer, là c'est un exemple, c'était un article de 2006, qu'un centimètre de terre arable en moins engendrait une baisse des rendements pour le blé et le maïs d'environ 2,5%. Donc il y a une littérature là-dessus qui permet de comprendre ce genre de choses. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, ça touche tout le monde, en fait. Et en particulier nous, en Europe et en France, on est touchés. Et en France, on a plus de 20% des terres, c'est le schéma qui est donné là, l'histogramme ici. On voit qu'on a 20% des terres en France, dont 2 tonnes de terre par hectare et par an partent dans les rivières. Ce qui est quand même assez colossal. Et donc, à tous ces problèmes d'érosion des sols, il faut rajouter les problématiques d'artificialisation des sols, le fait qu'on bétonne et qu'on goudronne nos sols, en particulier souvent les sols les plus fertiles autour des villes. Et donc ça rajoute de la pression à cette problématique de surface agricole. Alors, évidemment, tout le monde connaît le problème du changement climatique. Et donc on a du mal à mesurer par contre les impacts réels de ce changement climatique et le niveau jusqu'où ça va. On a du mal à comprendre le niveau, l'intensité de ces impacts. Ce qu'on connaît plutôt bien, c'est les conséquences directes du changement climatique, en particulier le fait qu'on va avoir un réchauffement global et qu'il va y avoir on va dire, un bouleversement de la pluviosité. Par contre, oui, ce qu'on a aussi, voilà, en fait ça va se traduire en général par aussi une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes, et que ça va donc du coup perturber notre agriculture qui a été développée pendant les 10 000 dernières années, hein, qui a joui d'un climat extrêmement stable. Donc là ça va forcément fortement perturber notre système agricole. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est les impacts indirects que le réchauffement climatique va avoir sur l'agriculture. Et donc, le premier impact indirect, c'est l'élévation du niveau de la mer. Alors aujourd'hui, il est relativement accepté par la communauté scientifique qu'on devrait avoir un niveau de... il est raisonnable d'imaginer une élévation du niveau de la mer de 2 à 3 mètres. Et déjà en 2100, donc déjà à 1 mètre, on se rend compte qu'il y a des conséquences sur l'agriculture qui sont très importantes. Et donc je donnais juste 2 chiffres qui sont que 50% des rivières du Bangladesh seraient submergées avec seulement une élévation d'1 mètre du niveau de la mer, et qu'on a 160 millions d'habitants qui se nourrissent directement grâce à ces rizières, et que le delta du Mékong, il serait aussi submergé. Et que là, on a le delta du Mékong on produit là-bas 50% du riz du Vietnam, qui est le 2e exportateur de riz dans le monde. Donc les impacts seront forcément très importants. Et en fait, on les a déjà. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit déjà apparaître, en particulier avec la salinité des eaux.
qui commence déjà, donc il y a déjà l'élévation du niveau de la mer a eu un impact déjà sur la salinité des eaux autour du delta du Mekong, et du coup ils doivent changer de type de production, et ils font des crevettes par exemple au lieu de faire du bioré. Donc voilà. Alors là, oui, alors le deuxième, donc que je vous ai dit, il y avait des impacts indirects du changement climatique. Le deuxième impact le plus important, c'est la fonte des glaciers qui représente, comme je l'ai écrit là, donc la plus grande menace pour la sécurité alimentaire mondiale. Tout simplement parce que donc les glaciers aujourd'hui, c'est la source d'alimentation des grands fleuves dans toute l'Asie, ou même de manière générale en saison sèche. Donc aujourd'hui, c'est plutôt sympa parce que les glaciers sont en train de fondre, tant qu'on a plus d'eau. Et le jour où il n'y aura plus d'eau, c'est vraiment un problème de stock. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus que le stock qui a fondu, on va être plus embêté. Et donc ça va se cumuler, ça, avec la baisse des nappes phréatiques qu'on a observée partout. Donc voilà, et un chiffre aussi qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui l'alimentation d'1 milliard de personnes qui vivent en Chine et en Inde est directement liée à ce système hydrique, donc au système des fleuves qui est alimenté par les glaciers. Donc c'est plutôt, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, donc j'ai parlé, donc là je vous avais, il y a encore un élément important où on peut observer cette érosion de la capacité de l'environnement à supporter la vie, c'est les écosystèmes marins. Alors là, ces temps-ci, c'est aussi pas mal médiatisé. Donc la surpêche, donc l'effondrement de ces écosystèmes marins aujourd'hui, on va dire la fragilisation des écosystèmes marins est liée à la surpêche, à la pollution, au réchauffement climatique qui derrière réchauffe aussi donc les océans, à l'acidification des océans, à la destruction des habitats, et tous ces problèmes sont très importants et se cumulent, évidemment. Donc les exemples emblématiques dont on parle beaucoup, c'est la problématique du plastique, qui est, donc les océans sont pollués par les plastiques. On parle de 7e continent, donc c'est des amas de plastique au milieu d'un certain nombre d'océans, le Pacifique et l'Atlantique. Donc il y a tous les déchets qui se rassemblent dans des endroits, et on appelle ça on parle de 7e continent. Mais ce qui est encore probablement plus grave, c'est les microplastiques qui sont partout, même sur le bord des côtes en particulier. Là, il y a eu les médias qui ont parlé beaucoup de la situation de la Méditerranée, qui est catastrophique, qui est donc vraisemblablement donc la mer la plus polluée du monde. Et en gros, il y aurait 4 fois plus de plastique dans la mer Méditerranée, de microplastique, que dans ces fameuses concentrations de plastique, de poubelles dans les océans. Voilà, c'est colossal. Alors pour tout ce qui concerne les coraux, le phytoplancton c'est un peu moins connu en fait. Le phytoplancton alors il y a deux types de phytoplancton, il y a ceux qui sont bénéfiques et ceux qui le sont un peu moins, les algues vertes, bleues, c'est les deux. Donc on va dire le phytoplancton bénéfique, il a tendance à subir a tendance à avoir des conséquences, à subir des conséquences négatives du réchauffement et de l'acidification des océans, qui vont être très importants et dont on sait qu'ils vont s'accentuer. Et inversement, on va dire ceux qui sont le phytoplancton qui nuit plutôt a tendance à profiter des perturbations avec l'azote, des cycles d'azote, des phosphores, aussi de l'acidification. Et donc ça cause plein de problèmes, en particulier typiquement les zones mortes. Donc il y a des endroits où la mer, il n'y a plus de vie en fait, tout simplement parce que l'oxygène a disparu à cause de ces algues. Et donc on découvre ces temps-ci de plus en plus de zones mortes qui ont des superficies énormes. Par exemple, on a découvert au printemps une zone morte à l'est des États-Unis qui avait la superficie je me souviens plus, c'était quoi cette superficie? De la Slovénie.
Et il y avait aussi, dans le golfe d'Oman, on a trouvé, encore ce printemps, une zone morte. Donc quelque part, le plus important et le plus critique, c'est ce qu'il y a là, en fait, hein, un élément plus dramatique du point de vue qui prouve en tout cas le fait qu'on perd, on a une véritable érosion de la capacité à supporter la vie, en fait, dans notre environnement, c'est l'effondrement de la biodiversité. Là, juste, on va dire l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est que le rythme actuel d'extinction des espèces, il est entre 100 et 1000 fois plus important que le rythme d'extinction naturelle. C'est-à-dire que naturellement, les espèces disparaissent, c'est l'évolution des espèces qui font ça, il y a des espèces qui disparaissent. Mais là, on est 100 à 1000 fois à un rythme 100 à 1000 fois plus important que la normale. Donc les chiffres types, c'est vraiment... on a 25% de mammifères aujourd'hui qui sont menacés d'extinction, 25% des espèces de mammifères qui sont menacées d'extinction, 13% des espèces d'oiseaux qui sont aussi menacées d'extinction, et 41% pour les amphibies. Donc c'est vraiment très très important. Donc là on regarde des quantités d'espèces, et si on regarde en volume, la quantité d'animaux, les populations, c'est aussi dramatique, c'est-à-dire qu'on a 80% des insectes aujourd'hui en Europe globalement qui ont disparu en 30 ans. Donc c'est des résultats qui ont été donnés sur une enquête en Allemagne, mais il n'y a aucune raison, ça a été validé aussi dans les Pays-Bas, mais il n'y a aucune raison que ça ne se généralise pas dans tous les pays européens, parce qu'on a le même mode d'agriculture, il n'y a rien de différence. Et on a aussi une baisse de la population des oiseaux de 30% en 15 ans en France. Donc c'est vraiment un effondrement qui s'accélère aujourd'hui. Donc voilà pour la partie érosion des capacités. Alors est-ce que le retard de réaction, ça va nous rassurer ou pas? Je pense que vous avez une idée, mais allez on y va. Alors en fait on va dire les obstacles à l'action sont vraiment de toute nature, ils sont partout en fait, ils sont de toute nature et ils sont très profonds. Alors, ils sont d'abord d'ordre cognitif et anthropologique. Alors l'idée c'est que derrière, c'est que nos sens n'arrivent pas à capturer tous les changements globaux. On est capable de voir ce qui se passe autour de nous, mais on n'arrive pas à capturer ce qui se passe globalement. Alors les scientifiques nous le permettent aujourd'hui. Mais même avec ça, on n'arrive pas à concevoir le danger pour des raisons anthropologiques, mais de manière générale parce que on a les humains, dans la façon dont on a évolué, fait qu'on a du mal à comprendre, à appréhender les phénomènes exponentiels ou les phénomènes de faible probabilité typiquement. Donc on n'arrive pas à capturer ce genre de choses. D'habitude, c'est plutôt ce qu'Emmanuel a raconté au début. Mais il se trouve aussi que j'ai traduit les deux bouquins de Lester Brown. Et comme les organisateurs voulaient qu'il y ait un pan de discussion de cet auteur, du coup, je vais essayer d'articuler ça avec ce qui est écrit. Il faut peut-être que je m'assieds, non? Non, c'est bien. Bon, alors, je vous rappelle, j'ai mal au dos, donc j'en profite. C'était pas une question. Je reprends très brièvement ce qu'a dit Emmanuel sur les 4 conditions d'effondrement. J'utilise ça comme point d'entrée, mais ce n'est pas le seul possible sur ce que raconte Lester Brown. Alors, qui est Lester Brown déjà, peut-être? On va dire ce qu'il raconte, qui est Lester Brown. C'est quelqu'un qui est très très connu mondialement, pas tant que ça en France. On a parlé brièvement de la Révolution verte, ça a été un des acteurs de la Révolution verte, mais c'est aussi, depuis, un des grands agroéconomistes mondiaux qui se préoccupe depuis des décennies des problèmes environnementaux globaux. Alors, il a écrit plein de bouquins, mais ils ont tous un peu la même articulation, et souvent c'est des mises à jour, avec une première partie d'analyse géopolitique assez fouillée de tout un tas de problèmes, qui est souvent très très intéressante, et une deuxième partie sur, comment est-ce qu'on peut, quelles sont les marges de manœuvre par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, et avec un a priori positif. Quand on parle avec lui, il est un peu moins positif que ça, mais dans son bouquin,
dans ces bouquins, il est assez positif sur ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on pourrait faire des choses, mais on n'en prend pas le chemin, et la question c'est pourquoi. Donc, pour essayer de raccrocher ça à ce qui a été dit avant, je repars de ces 4 conditions d'effondrement biophysique et je vous explique très brièvement ce que ces propositions, je vais rien dire du tout sur les analyses géopolitiques, je n'ai pas le temps. Plutôt sur les propositions et les points faibles aussi de ces propositions. Donc, si on repart sur ces 4 conditions d'effondrement biophysique, il a une action amont sur les questions de croissance physique et de dépassement de capacité. Enfin, il propose des actions là-dessus. Sur les 2 mécanismes de croissance entrelacés principaux, à savoir celui de la population et celui de la consommation des ressources, production des biens et de services, etc. Alors, les actions amont, c'est des actions sur le développement humain, sortie de la pauvreté, etc. Et des actions sur des propositions macroéconomiques. Et puis, il a aussi un pan de réflexion sur les actions en aval, essentiellement sur la question de l'érosion des capacités environnementales et qui porte fondamentalement sur la restauration des écosystèmes et aussi la transition énergétique. Alors, j'ai 4 transparents un peu indigestes là, mais j'ai un peu manqué de temps pour faire que ça soit un peu moins lourd, mais je vais les discuter, donc vous affolez pas. Alors, fondamentalement, son plan B, il a plusieurs bouquins qui s'appellent plan B. Il y a un plan B1, plan B2, plan B3, plan B4. Avant, il avait fait d'autres bouquins sur l'écoéconomie, puis après, il a changé un peu les titres. Et puis, il est à la retraite maintenant depuis 2-3 ans. Il a 85 ans, quelque chose comme ça. Il y a essentiellement trois directions d'action, c'est ce que j'ai dit. Une sur le développement humain, éradication de la population, de la pauvreté, éradication de la population, ça c'est un peu radical. Éradication de la pauvreté, stabilisation de la population, soins de base généralisés à l'ensemble de la population mondiale et bien sûr les plus pauvres, et sécurité alimentaire. Les questions de restauration de l'environnement, donc stabilisation du climat, question de reforestation, de restauration des terres érodées. Manu a pas mal parlé du problème d'érosion des terres, il a des propositions à ce sujet. Les questions de gestion de l'eau, on en a parlé, bon, il propose des choses à ce sujet aussi. Les questions de biodiversité terrestre et marine, ouais, il a essayé de faire quelque chose sur tous les problèmes vraiment d'érosion de la biodiversité. Ou de moins de proposer des choses là-dessus. Et puis, concernant le changement de modèle économique, c'est pareil, c'est sur plusieurs fronts. Passer aux énergies renouvelables, sortir d'une économie du jetable. Je pense que les plus vieux d'entre vous se souviennent d'une époque où ce genre de jeu n'existait pas. Celui-là non plus, mais c'est plus récent. Transformer la fiscalité de l'objet surfiscalisé, qui est le travail, vers l'objet sous-fiscalisé, qui est l'environnement et l'écologie. Alors ça, c'est un truc dont on a parlé en France et qui a capoté, mais encore faut-il le faire intelligemment. Et par ailleurs, la mesure telle qu'elle avait été prise n'était pas forcément catastrophique, mais elle a été, je pense, très très mal comprise. Et bon, je ne vais pas en dire plus, autrement je vais m'embarquer trop loin. Et puis, sur les questions plus économiques de marché, internaliser ce qu'on appelle les externalités, arrêter de subventionner tout ce qui détruit, en particulier les énergies fossiles. Il y a des subventions au secteur des énergies fossiles qui sont monstrueuses. Depuis de longues décennies. Bon, alors, juste parce qu'on ne voit pas forcément, dans ce que je vais dire après, pourquoi ce qu'il propose a un effet de stabilisation de la population, on ne peut le comprendre que si on a en tête ce que les démographes appellent la théorie de la transition démographique. Je fais une petite incise ici. En fait, le modèle World 3 implémente dans sa dynamique de croissance de la population et éventuellement de stabilisation de la population ce genre de concept. Via tout un tas de boucles de rétroaction, il implémente ce genre d'idée. Alors la théorie de la transition démographique, c'est quelque chose qui explique comment on passe de taux de mortalité et de natalité élevés, mais à peu près égaux, sur lesquels on a vécu pendant très très longtemps, des centaines de milliers d'années, à des taux de natalité beaucoup plus bas et des taux de mortalité beaucoup plus bas et à peu près égaux, c'est-à-dire on passe de là à là, en étant au passage dans un déséquilibre fort entre le taux de mortalité et le taux de natalité. C'est ce déséquilibre qui explique l'explosion de la population. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe en deux temps.
le premier temps, c'est les progrès de l'hygiène qui vous font baisser, essentiellement les progrès de l'hygiène. Mais des trucs très bêtes, hein, se laver les mains, faire attention quand on fait accoucher les femmes, etc. Des trucs très cons, enfin, très cons, mais quand même vachement importants, qui font chuter très vite ce taux de mortalité, parce que c'est dominé essentiellement par le taux de mortalité infantile. Et puis dans un deuxième temps, c'est les progrès de l'éducation qui font que les gens arrivent finalement à maîtriser leur perspective de vie et le nombre d'enfants qu'ils ont par ménage ou par femme, en tout cas, au cours de la vie. Et il se trouve que historiquement, nous aussi on est passé par là, mais pour nous c'était déjà il y a un moment. Les pays africains sont encore complètement piégés là-dedans, les pays asiatiques commencent à en sortir. Je ne vais rien en dire de plus. Alors, donc, une fois qu'on a ça en tête, l'accélérateur que Lester Brown propose, c'est l'accélérateur de ce truc-là, de la diminution du taux de natalité. Et cet accélérateur-là, il est dans les programmes d'éducation, dans les programmes de suivi médical et familial, etc. C'est ce genre de truc. Alors, il y a un troisième point aussi pour l'éradication de la pauvreté. Ça, c'est pour la stabilisation de la population. Il y a un troisième point pour l'éradication de la pauvreté qui concerne l'effacement des dettes et la façon de permettre une agriculture vivrière locale. Il faut bien comprendre que dans son analyse, tous les éléments sont en interaction. Vous ne pouvez pas faire l'un sans faire l'autre. Ça n'a pas de sens d'essayer d'éradiquer la pauvreté sans essayer de stabiliser la population. Ça n'a pas de sens d'essayer de résoudre les problèmes environnementaux sans éradiquer la pauvreté, parce que justement, vous allez continuer à vous retrouver avec une explosion démographique. Pour revenir sur l'histoire du déséquilibre, là où c'est les riches qui créent la plus grande pression sur l'empreinte écologique et les pauvres qui, par leur nombre, créent aussi une pression importante, ben, il faut essayer d'agir sur les deux à la fois. Et en fait, j'ai pas trop le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est lié. Donc vous pouvez pas prendre des bouts de ce programme et pas le faire. Une des choses qu'il y a d'intéressant dans ce programme, c'est qu'il est chiffré. Alors vous pouvez lire le détail, je vais pas vous l'énumérer. Par exemple, sur ces objectifs d'éradication de la pauvreté, et, de la faim dans le monde et de stabilisation de la population, le total des mesures, ça n'a pas une très grande importance si c'est celle-ci ou d'autres, mais elles vont, un paquet de mesures qui va un peu dans ce sens-là, c'est de l'ordre de 80 milliards de dollars annuels. Il faudrait faire ça pendant environ 20 ans. Alors 80 milliards de dollars annuels pour une personne toute seule, c'est énorme. À l'échelle du PIB mondial, c'est absolument rien. Et une comparaison que Lester Brown prend souvent, c'est avec le budget militaire des États-Unis. Alors à l'époque, ces chiffres-là, je vous prends ceux du plan B qui a été publié en 2007. Depuis, le budget militaire américain a augmenté, mais c'est pas grave, c'est de l'ordre de 600 milliards de dollars. Donc on est à un peu plus de 10% du budget militaire américain. Pourquoi c'est intéressant cette comparaison? D'abord pour montrer que c'est à taille humaine, à l'échelle d'un seul pays, ben, encore une des premières économies mondiales, mais quand même. Et puis surtout parce qu'il a un argument qui manque pas de bon sens, qui est de dire que la lutte contre la pauvreté, c'est quand même la façon la plus radicale de limiter le terrorisme plutôt que de continuer à augmenter le budget militaire. Alors, ça ne veut pas dire que ça frappe les imaginaires des militaires au niveau mondial, mais en termes de pression politique, ça peut avoir un intérêt, ce genre de comparaison. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est l'ordre de grandeur par rapport à des éléments de dépenses. Par exemple, la publicité, si je me souviens bien, les dépenses publicitaires, c'est 200 milliards de dollars annuels, si je dis peut-être une connerie là, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là. Donc on est dans des budgets qui sont pas colossaux. Autant les problèmes paraissent monstrueux à l'échelle individuelle, autant à l'échelle collective ils sont pas si monstrueux que ça. Alors, sur la question de la stabilisation du climat. Alors lui, il est pour un crash course. Alors, encore un coup, c'est des chiffres de 2006. Il proposait des choses qui sont colossalement au-delà du programme le plus ambitieux de transition énergétique dont vous avez jamais entendu parler. Considérablement au-delà. Il voulait une transition en 10-15 ans.
Et il la voulait pourquoi? Parce que c'est une nécessité, autrement, d'ailleurs on le voit bien, on va se prendre au moins 4 degrés. Là on est parti sur une trajectoire d'au moins 3, probablement 4. En moyenne des modèles, on peut discuter ce que ça signifie 4 degrés. Et puis par ailleurs, 2 degrés, c'est pas en dessous de 2 degrés, il ne se passe rien, puis au-dessus c'est la cata. Un peu plus sceptique que ça. Bon, donc, c'est un programme qui, d'une part, visait de réduire considérablement l'usage des énergies fossiles, d'augmenter les questions d'efficacité énergétique et de développer à vitesse supersonique tous les types possibles et imaginables d'énergie renouvelable. Il y a une part énorme qui est faite à l'électricité, mais ça c'est inévitable. Tout scénario de transition énergétique, prenez n'importe lequel, il y aura forcément une part énorme à l'électricité parce que c'est le vecteur d'énergie le plus facile pour remplacer. On n'arrive pas à la stocker, mais ça reste quand même le vecteur le plus facile pour avoir d'énergie à disposition. Alors, on développe des méthodes de stockage, mais évidemment le pétrole c'est super simple, c'est stocké tout bêtement dans votre jerrycan. L'électricité c'est un peu plus difficile à stocker que ça. Il faut la stocker sous d'autres formes. Bon, il n'y a pas de chiffrage économique de cet aspect-là du plan, pour la simple et bonne raison que dans son esprit c'est autofinancé. D'une part, si vous arrêtez la subvention aux fossiles, ça vous dégage des centaines de milliards de dollars annuels quand même, je pense. Ça doit être de cet ordre-là assez rapidement. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces chiffres. Et je pense que c'est l'ordre de grandeur. Comment 100 Ok. Et puis par ailleurs, ça devient autofinancé très rapidement ce genre de pompe. Si on a la volonté politique et les moyens de faire. Alors il peut se poser une question de est-ce qu'on a suffisamment d'énergie fossile pour faire la transition? Est-ce qu'on a suffisamment de matériaux pour le faire? Alors des matériaux, il y a 2 types de matériaux importants qui interviennent là-dedans. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui est plus expert que moi. Il y a les matériaux courants, en particulier le cuivre, dans l'électricité, l'usage du cuivre, c'est quand même important. Et puis, vous savez que dans les éoliennes, par exemple, il y a tout un tas de terres rares, des machins comme ça. C'est un débat en soi, de savoir si... et en partie, à ma connaissance, il y a un gars à Grenoble qui a fait cette étude-là, qui s'appelle Vidal, qui a regardé si... les scénarios de transition étaient possibles simplement en termes de ressources matérielles. Ils ne le sont pas tous. Et ils ne le sont pas tous dans n'importe quelle condition. Et je ne vous en dirai pas beaucoup plus parce que c'est un point que je suis en train de regarder un peu plus précisément. Et si vous voulez avoir des informations là-dessus, vous pouvez le faire venir. Il a fait une étude assez poussée là-dessus. Comment? Ah, vous l'avez fait de chez vous. Parfait, parfait. Alors, donc son projet c'était... Vous voyez, en 2006, réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2020. Donc en 15 ans, réduction de 80%, et pas en 50 ans, réduction de 50%. Ou de 75%, selon les pays qu'on regarde. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a tout un pan sur la restructuration énergétique dont je viens de parler. Il ne faut pas trop que je perde le fil en termes de temps. C'est un quart d'heure que je parle. Il y a tout un pan sur la fixation du carbone, plutôt par l'arrêt de la déforestation, la reforestation et la gestion des sols, que par la capture carbone, la séquestration de carbone à la source, et injection de carbone dans les couches géologiques. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que déjà on ne sait pas exactement le faire, la capture du carbone. Tout le monde en parle, mais personne ne sait exactement le faire. Et deuxièmement, quand vous reforestez et que vous arrêtez la déforestation, en prime, vous restaurez les sols dégradés. C'est-à-dire, si vous faites ça intelligemment sur les... Alors évidemment, si vous avez désertifié à mort, non, là c'est foutu. Mais on peut renverser la dégradation des sols avec des programmes intelligents de reforestation en choisissant correctement les espèces en fonction de l'endroit où on est, à la fois en termes
de régime climatique, de disponibilité locale, etc. etc. Bon. Donc c'est plutôt ce plan-là qui proposait en termes de fixation du carbone. Mais là aussi, c'est massif. C'est pas quelques millions de fûts. Quelques millions de fûts, c'est rien du tout. Attends, ça, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Réduire de 80% d'ici 2 ans. C'est en 2002. Non, non, ça c'était en 2006. Ah oui, mais what's the point? Oui, oui, non, mais parce que je parle de la dernière fois, d'une des dernières fois où il a parlé de ce truc-là. Mais et puis parce que les chiffres correspondent à cette époque-là. Non, mais on peut essayer de faire la même chose maintenant. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il avait proposé ça en 2006, on n'en a pas du tout pris le chemin. On peut se dire, bon, on est en 2018, on peut repousser de 15 ans, en gros, dans 12 ans, la même chose, je pense qu'on n'en prend pas vraiment le chemin. Et il y a besoin... Pourquoi 80% sur cette courte échelle de temps? C'était pour éviter les principaux problèmes liés au changement climatique. Et on est en train de sortir de cette planète. Dans les faits, il y a des gens qui parlent encore d'une augmentation de 1,5 degré, mais ça ne sert à rien. Elle est déjà actée, celle-là, même si on arrête. Même 2 degrés, en gros, c'est déjà acté. On pourrait éventuellement agir entre 2 et 3 degrés, on n'en prend pas vraiment le chemin. Et si on voulait vraiment agir entre 2 et 3 degrés, il faudrait de toute façon être aussi volontariste que ça. C'est-à-dire, en gros, réduire de 80% en 10 ans. Ce qui est un effort que personne ne veut faire. Pourquoi ? Il y a eu un article de blog de Grandjean récemment qui a circulé dans notre équipe, qui est que si vous voulez faire ça, ça oblige de fermer des actifs qui sont extrêmement rentables. Vous imaginez bien que les gens qui sont assis dessus, ils en ont strictement aucune envie. Bon. Alors, les questions de restauration de l'environnement. Donc, ce n'est pas indépendant de ce que je viens de dire. Il y a tout un programme, pas seulement pour les questions énergétiques, pas seulement pour les questions de fixation de carbone, mais aussi pour la restauration de l'environnement, je viens de dire, de reforestation. Concernant l'agriculture, on a parlé de la tension sur l'eau. Il est absolument vital d'avoir des techniques d'irrigation qui sont beaucoup moins gourmandes en eau. On a dit tout à l'heure que la répartition... L'eau douce mondiale, c'est à peu près 2% de l'eau totale. Et l'eau douce captable dans ces 2%, c'est encore une petite fraction parce qu'il y a énormément de nappes aquifères profondes, par exemple, on compte déjà, hein, mais pas toutes, etc. Tout n'est pas captable dans ces 2% de la masse d'eau mondiale. Et dans ce qui est captable, au niveau mondial, 70% de l'eau va à l'agriculture, à l'irrigation, en gros 20% à l'industrie, et en gros 10% pour les usages résidentiels, domestiques et autres. Donc la première chose qu'on veut faire quand on veut améliorer les questions de productivité de l'eau, c'est d'améliorer l'usage agricole de l'eau. Il y a des tas d'endroits au monde où on irrigue, mais avec des pertes d'eau, mais massives. Donc il y a tout un tas d'éléments dans son programme qui concernent améliorer considérablement les techniques d'irrigation. Je rappelle, tu l'as dit je crois, que c'est quelque chose qui concerne les terres semi-arides sur lesquelles vivent quelque chose comme 2 à 3 milliards de personnes quand même. C'est vachement important, je veux dire, c'est pas un petit élément. 2 à 3 milliards de personnes, c'est une fraction absolument énorme de la population mondiale. Et c'est aussi, dans un certain nombre de cas, les endroits où la démographie est la plus vigoureuse. Donc c'est une nécessité absolue, ces histoires de gestion de l'eau. Modification des techniques de labour pour préserver les sols. Il propose, lui, de ne pas faire du tout de labour. Alors ça a un inconvénient, c'est qu'il faut utiliser plus d'intrants chimiques. Hein. Mais bon. Donc cette partie-là du programme, restauration de l'environnement, vous voyez, ça chiffre dans les 100 milliards de dollars annuels. Donc en gros, son programme, c'est 200 milliards de dollars annuels. C'est à la fois beaucoup et pas grand-chose. Et donc si ça se met pas en place, c'est que d'abord il y a un manque de volonté politique, ça c'est une évidence, mais il y a aussi des sources de blocage un peu plus profondes que simplement un manque de volonté politique. Et c'est, j'imagine que oui, c'est là que je transite, c'est ce dont je voulais vous parler pour la suite, et j'essaierai de faire de nouveau un peu plus le lien avec les 2 exposés précédents. On suit où en temps là ?
Okay. On suit à la moitié. Alors, pour en revenir à l'action, là, essentiellement sur les moteurs de croissance, parce que le dépassement de capacité, il faut agir contre, mais si vous voulez agir contre le dépassement de capacité, votre première action, elle va être sur les moteurs de croissance. Alors, c'est excessivement difficile. Pourquoi? Grégoire a bien labouré le terrain. Le nerf de la guerre, c'est l'énergie. Toute société est liée à l'énergie, et toute société passe son temps à se complexifier pour les raisons qu'il a indiquées, et la complexification permanente a un coût énergétique croissant permanent. Alors ça, c'est un truc qu'on mentionne souvent, mais je vais en dire un petit mot de plus. Et puis, derrière, un autre truc qu'on mentionne souvent, c'est le système économique n'est pas du tout adapté. Et en particulier, le système financier est littéralement fait pour exiger de la croissance. Alors, de la croissance économique, mais la croissance économique, elle est corrélée très directement à la croissance de production de biens et de services, et donc de destruction environnementale qui va avec. Donc je vais essayer de parler de ces deux trucs-là dans le temps qui me reste. Alors, ça c'est un graphe que j'ai piqué à Jean Covici, je pense que tout le monde connaît Jean Covici, qui montre une corrélation quand même assez stricte entre l'énergie consommée en abscisse et le PIB mondial en dollars, corrigé de l'inflation, en ordonnée, sur une période d'en gros 50 ans. C'est une belle corrélation. Et ça relativise un discours qu'on entend un peu récemment sur le fait que chez nous, on commence à décorréler un peu notre intensité énergétique du PIB. On a besoin de moins d'énergie pour faire le même PIB. Oui, mais pourquoi? Et le pourquoi, alors après, là, on rentre dans des batailles d'économistes, mais il y a quand même deux facteurs importants. Il y en a un qui est, on est dans une économie qui est de plus en plus une économie de service à la personne et qui est moins énergivore que l'industrie. Et la deuxième, c'est qu'on a déporté en Chine ou ailleurs toute la production qui consomme beaucoup d'énergie. Donc c'est un point qui sort d'ailleurs dans les négociations climatiques. Dans les négociations climatiques, les pays asiatiques vous disent « Ouais, mais enfin, bon... peut-être qu'on produit de plus en plus, mais c'est parce qu'on produit pour vous. Donc, il faut en tenir compte dans l'équilibre des efforts. C'est très, très, très difficile de sortir de ça. Sincèrement, c'est très difficile de sortir de ça. D'abord pour des raisons techniques, pour des raisons de blocage socio-technique qu'on a très, très rapidement évoquées et sur lesquelles je pense que je n'aurai pas le temps de dire grand-chose de plus. J'avais une troisième raison là qui m'est sortie de la tête, c'est pas grave. Géopolitique peut-être. Oui, non, mais ça, j'ai déjà évacué la question politique, personne n'a envie de bouger. Géopolitique. Ah oui, il y a aussi des questions géopolitiques. C'était pas celle-là que j'avais en tête. Oui, si, le point que j'avais en tête, c'était l'effet rebond. Dans un système à croissance obligée, dès que vous faites un gain d'efficacité, ça se traduit par une augmentation de la consommation nette. Alors, expliquer pourquoi cette phrase est vraie, c'est un séminaire en soi. Je suis désolé. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Je me doutais que Grégoire allait en parler, mais au cas où il ne montrait pas cette courbe, je vous la montre. Je ne vais pas revenir sur le débat société égale structure de résolution des problèmes, la complexité. Alors, complexité, du coup, vous avez un accroissement d'efficacité pendant un moment, et après, la loi des rendements négatifs qui fonctionne partout, sauf dans l'esprit de certains économistes sur le rôle du progrès technologique. Si vous regardez les économistes qui invoquent le progrès technologique, c'est le seul endroit en économie dans leur modèle où la loi du rendement, du retour décroissant ne s'applique pas, ce qui, à mon avis, devrait leur faire poser certaines questions. Bon, je suis un peu agressif. Ils ont tendance à m'agacer quand ils ont ce genre d'attitude qui ignore les réalités physiques du monde. Et l'énergie, fondamentalement, c'est le coût de maintien de la société. Donc, faire une transition énergétique, ça ne signifie pas simplement accepter volontairement de réduire la complexité, ça signifie changer
violemment mais tous les aspects de la société. C'est quelque chose auquel personne n'est prêt. Je passe sur celui-là. Ouais, ça passe vite. Alors maintenant, la question de la croissance économique. Donc, je vous ai indiqué que la croissance économique, c'est pas... On peut imaginer qu'on va découpler ça des aspects physiques. J'ai essayé de vous expliquer avec ce transparent-là, et on peut le décliner avec plein d'exemples, que c'était un peu illusoire. Mais tout le monde veut de la croissance économique. Et en fait, on veut de la croissance économique à la base. Bon, il y a plein de raisons, mais celle-ci me paraît importante. Au Moyen-Âge, les prêts avec intérêt étaient interdits. Pourquoi? Parce que la quantité monétaire était à peu près constante, et que si vous exigez un prêt avec intérêt, vous exigez une rémunération exponentielle de votre capital, et ça signifie qu'en un temps très court, le prêteur accumule la totalité de la richesse de la société. C'était interdit. On coupait des têtes au Moyen-Âge pour les gens qui prêtaient avec intérêt. Alors, le peuple juif a fait mauvaise réputation pour avoir cette pratique. Il ne faut pas oublier que chez les juifs, tous les 50 ans, on mettait les compteurs à zéro. On redistribuait. Donc on pouvait prêter avec intérêt, du moment que tous les 50 ans, on redistribuait. 50 ans, c'est à peu près l'échelle d'une vie. Ça... Okay. Alors, de nos jours, on prête avec intérêt. D'ailleurs, on a changé la notion d'usure. Hein. La notion d'usure, ce n'est pas 0% d'intérêt, c'est 20%. Quelque chose comme ça. Pourquoi 20%? Non, l'usure, c'est qualitatif, c'est intérêt ou pas. Pourquoi 20%, pourquoi pas 12? Ou 5, ou 0. On en parlera peut-être parce qu'il y a des spécialistes de la traduction des médiévistes qui ont étudié la question. Ok, d'accord. Je suis un peu radical là, un peu à la cercle dans mon discours, parce que évidemment la société médiévale était un poil plus complexe que ce que j'en dis. Et puis par ailleurs, il y a eu des phases dans la société médiévale. Bon, enfin, parce que... Donc, on vit dans une époque dans laquelle il y a une exigence de rendement exponentiel du capital. Alors, ça existe depuis le début de la production industrielle, même au 18e déjà, on commençait à pratiquer ce genre de choses. Pourquoi? Mais parce que... Alors d'abord, il y avait une pression des banquiers. Depuis la Renaissance, il y a une pression des banquiers pour que tout change dans ce sens-là. Et puis par ailleurs, ça arrangeait bien tout le monde, parce que tant qu'on est dans un monde virtuellement infini, comment dire, prime à la croissance de complexité pour OK, parfait, ça arrangeait tout le monde. Sauf que maintenant, on a atteint les limites du système, quoi. Donc, vous avez une exigence de croissance pour des raisons politiques pour finalement résoudre les problèmes, au fond du fond, c'est pour résoudre les problèmes de répartition que pose une rémunération exponentielle en taille finie. Piketty a fait un tabac mondial en expliquant que si le taux de rémunération du capital est supérieur au taux de croissance, ben effectivement, on a une explosion des inégalités, à la fois de patrimoine et de revenus. Mais c'est exactement ça le problème, c'est parce que ça accumule. Et on est en train de vivre l'environnemental au prix de la destruction, la paix sociale au prix de la destruction environnementale, c'est la conclusion du transport. Alors, comme c'est un point important, je vais vous en dire quand même quelques mots. Pour vous, pour moi, pour n'importe qui, la monnaie, c'est un moyen d'échange. Ça circule, je travaille, je gagne un salaire, avec le salaire, je vais acheter le pain, etc. Voilà. Bon. Pour vous de banquier, la monnaie, c'est pas ça. C'est un moyen d'accumuler plus d'argent en prêtant. C'est ce que je viens de dire sur le rendement exponentiel du capital. Alors, en quoi ça pose un problème? Parce qu'il y a un argument qui consiste à dire, d'une part, quand on emprunte, en fait, l'argent, on le crée. On ne crée pas tout, on crée quand même beaucoup. De nos jours, environ 90 à 95% de la monnaie vient d'une création monétaire liée à un emprunt, même nos salaires. Hein. De toute façon, tout le monde sait que l'État est endetté à peu près 100%, les ménages. Donc, mon salaire, moi qui suis au CNRS, 90% vient quelque part d'une dette qui a été contractée par quelqu'un d'autre. Quand on rembourse l'emprunt, on détruit. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais cet argument-là que vous voyez absolument partout ne vous dit rien sur les intérêts d'emprunt. Alors le problème des intérêts d'emprunt, il vient non pas seulement à cause des intérêts, il vient ici. Parce que quand vous faites un emprunt pour acheter une voiture,
Admettons que vous achetez une voiture sur un an qu'elle coûte 5 000 €, je dis n'importe quoi. Vous le remboursez au bout d'un an, donc on a créé 5 000 €. C'est pas vrai, on a créé moins, mais c'est pas grave. Admettons, on a créé 5 000 €. Au bout d'année, vous avez remboursé 5 000 € plus quelque chose. Donc il a fallu prendre les quelque chose quelque part. Où est-ce qu'on les a pris? Forcément dans la monnaie en circulation. Alors, vous avez plusieurs façons de faire ça. Soit vous augmentez la circulation monétaire, la vitesse de circulation monétaire pour que ça ne crée pas un coinçage. C'est pas vrai. La vitesse de circulation monétaire est à peu près constante. Alors, ça dépend ce qu'on achète, hein, mais en gros, en moyenne sur l'économie, c'est à peu près constant. La façon dont ça se fait, c'est que forcément, compte tenu du fait qu'il y a une fuite, hein, c'est pas réinjecté dans l'économie, là, ce que vous donnez en plus dans la banque. C'est injecté soit dans la capitalisation de la banque, en partie. Une partie est réinjectée dans l'économie. Alors, pour faire pas forcément ce qui est utile socialement, ça c'est aussi un débat. Mais il y a une partie qui est captée pour faire soit de la capitalisation, soit du casino sur les marchés financiers. Et vous savez bien que c'est un grand enjeu actuellement que de demander aux banques d'être un peu plus raisonnables là-dessus et de revenir sur la séparation entre les banques de marché et les banques habituelles de M. Dupont et de Mme Michu. Donc cette fuite-là permanente, il faut bien la financer quelque part. On a parlé, après la crise de 2008, du quantitative easing, c'est-à-dire on a balancé des quantités de liquidités, les banques centrales ont balancé des quantités de liquidités monstrueuses dans l'économie, il n'y en a pas beaucoup qui allaient dans l'économie, c'est reparti en grande partie directement sur la spéculation sur les marchés financiers. Donc, bon, je reviens à mon truc, là, pour compenser la fuite, là, vous êtes obligé de créer plus de monnaie que vous n'en créez, que vous n'en détruisez par an. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui ne supporte absolument pas le déficit de liquidité, et vous n'avez pas le choix. Donc vous avez de toute façon, rien qu'à cause de cette fuite-là, une nécessaire croissance de la masse monétaire tout le temps. Alors, il peut se passer trois choses quand vous augmentez... et du coup, une nécessaire croissance de la dette. Du coup, le débat sur réduire la dette, ça veut dire changer de modèle de société. On n'est pas prêt de le faire. Hein. Donc, ça a trois conséquences, ça, le fait d'augmenter en permanence la dette et la liquidité. Soit ça se traduit par une augmentation d'activité réelle, et du coup, tel qu'on fonctionne et on n'est pas prêt de prendre le chemin de le faire mieux par de la destruction environnementale, soit par la réduction des coûts associés. Alors là, j'ai parlé des banquiers, mais on peut faire la même chose pour les hedge funds. Et ça se traduit par la réduction essentiellement des salaires, donc de la destruction sociale, soit de l'inflation, mais ça c'est interdit par les traités. Toutes les banques centrales, le truc qu'elles surveillent comme l'eau sur le feu ou le lait sur le feu, c'est le taux d'inflation. Il en faut un peu pour que les gens ne gardent pas le bas de laine, mais pas trop, autrement c'est la panique totale. Et puis il y a le point que j'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes dans un régime en plus où la rémunération du capital est supérieure à votre taux de croissance économique, parce que de toute façon vous avez forcément un taux de croissance économique à cause de ce qui est financier, en prime vous augmentez les inégalités. Bon, donc je reviens à Lester Brown. Chez Lester Brown, alors Lester Brown n'ignore ni la pensée de Tainter, qu'il cite, ni la pensée du rapport Meadows, dont il parle un peu aussi. Mais par contre, il a vraiment un point aveugle sur ces questions financières. Et j'en ai parlé un coup avec lui, je lui ai dit mais pourquoi tu discutes jamais de ça? Et il me dit mais en fait je ne connais pas, donc j'en parle pas. Ceci dit, et puis par ailleurs, sa problématique, elle est de mobiliser. Si on mobilise, en fait, il y a une stratégie politique. Si vous mobilisez les gens, à un moment donné, on s'occupera aussi de ce genre de problème. Mais la première étape, c'est de mobiliser. Et donc, ces écrits sont toujours faits pour être mobilisateurs, être positifs et mobilisateurs. Mais ce point-là, c'est le point qui les deux points d'ailleurs, celui-ci et celui-ci, c'est deux cliquets qui font que changer de modèle de société, c'est extrêmement difficile. C'est pas simplement une question de mettre des ronds pour restaurer l'environnement, machin, lutter contre le changement climatique, etc. D'ailleurs, quand vous posez la question à Meadows, il vous dit mais le changement climatique, c'est un symptôme.
Et même si on règle le changement climatique, ça va coincer ailleurs. Et il a tout à fait raison, parce qu'on est pris dans une logique d'engrenage qui fait qu'on n'est pas prêt de changer. Il me reste quelque chose? Oui, tiens, j'ai été rapide. Alors, je peux vous dire un mot sur est-ce que ces cliquets, celui-ci et celui-ci, alors j'avais un transparent, je ne l'ai plus, là, je l'avais enlevé, sont dans le modèle Wall3, dans le modèle de Limits to Growth. Ils le sont indirectement. Le modèle de croissance de l'activité, il y est via une boucle de rétroaction de la population sur la demande industrielle. Et puis par ailleurs, il y a aussi une boucle de rétroaction sur la production et cette question-là de transition démographique. Donc quelque part, bien que le modèle ne soit pas monétisé, il implémente soit de façon dynamique, soit par un choix intelligent de paramétrisation, au moins cette partie-là du cliquet. Et c'est pour ça qu'il conclut qu'un effondrement est très très difficile à éviter. Parce que quand vous faites un modèle... En fait, ils ont fait un modèle numérique pourquoi? Pas pour prédire quoi que ce soit. Là, je reviens sur Wall3, j'oublie tout ce que je viens de dire. Ils ont fait un modèle numérique pour expliquer pourquoi la dynamique dans laquelle on est une dynamique endogène et non pas exogène. Pourquoi c'est lié au... Ce modèle-là, Manu a dit tout à l'heure, il a des centaines de variables. Il a des centaines de variables dont la grande majorité sont des variables qui sont décidées endogènement et non pas parce qu'on rentre à la main dans le modèle. Ce qui fait que la sortie du modèle représente sa structure dynamique et non pas simplement ce qu'on a injecté dedans. C'est vachement important. Alors après, que ça s'effondre, on le comprend avec les 4 petits arguments, là, il y a 4 conditions. Effectivement, si on les remplit, ça peut que s'effondrer. Ce que le modèle fait, c'est d'expliquer pourquoi, de façon endogène et dynamique, on est dans un modèle de société qui ne peut rien faire d'autre, sauf à des efforts colossaux. Et ces dynamiques... Alors, la dynamique du cliquet financier, elle n'est pas représentée comme ça dedans, évidemment que non. La dynamique de la croissance énergétique, elle est liée d'une part à la dynamique sur les ressources non renouvelables et à la dynamique sur la pollution, par exemple. Et si vous regardez, si vous dépiotez un peu le modèle, vous voyez que ces choses-là sont dedans de cette façon. Bon, alors maintenant qu'on a été 3 à vous plomber le moral, je m'étais dit que j'allais quand même conclure par revenir sur les mesures macroéconomiques qu'on pourrait éventuellement prendre pour essayer de corriger le tir. Alors, on n'en prend pas le chemin, ça n'empêche pas d'essayer de les lister. Alors, il y a eu beaucoup de discussions ces dernières années sur des indicateurs alternatifs de richesse, ou de bien-être, ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que depuis 50 ans ou plus, en fait, le PIB, on n'en parlait pas avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une invention récente. Et par ailleurs, le PIB, c'est une mesure d'activité, ce n'est pas une mesure de bien-être, et on l'a pris énormément comme un proxy du bien-être. Alors qu'on sait maintenant, c'est vrai quand on est somalien, vous augmentez, bon c'est sûr, pour nous c'est complètement faux. Pas complètement. Au-dessus d'un certain seuil de richesse, ça n'a plus aucun impact sur le bien-être. Bon, donc il y a une proposition là qui est due à, la première là-haut, est due à un économiste, un des cofondateurs d'un courant qui s'appelle l'économie écologique, qui est Herman Daly, qui a dit la première chose à faire avant de... ça serait déjà d'arrêter de compter comme de la richesse tout ce qui concerne la destruction. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc il propose la modification la plus simple qu'on puisse imaginer du PIB pour soustraire tout ce qui concerne la destruction de ça, déjà. Et il est arrivé à partir de ce genre de concept de sport sur un concept qui a fait quand même, qui a beaucoup frappé les esprits. Il a dit qu'il existe des modes de croissance non économiques à cause du fait qu'on compte comme de la richesse de la destruction si on l'enlève finalement. Bon, la question de la fiscalité écologique en lieu et place de la fiscalité du travail, ça signifie quoi? Répercuter dans les prix les coûts environnementaux connus. Par exemple, les coûts de santé publique liés à la pollution,
des choses comme ça, ou les coûts... alors après, les coûts sur les écosystèmes, on n'est vraiment pas très fichu de les calculer correctement. Par exemple, si il y a des variations d'un facteur 1000 sur la valeur de la grande barrière de corail. Personnellement, je considère que quantifier économiquement les services des écosystèmes, c'est pas une bonne idée. Mais d'un autre côté, il n'y a que ça qu'un certain nombre de gens entendent. Donc, il y a un vrai débat dans la communauté des écologues pour savoir si c'est une bonne voie ou pas une bonne voie pour lutter contre la question de la dégradation des écosystèmes. Et même le deuxième fondateur de l'économie écologique, Costanza, a fait un chiffrage des services écosystémiques. J'en suis où? Je suis bientôt au bout. Ok, donc il y a cet aspect-là, répercuter dans les coûts ce qu'on connaît au moins déjà comme d'effets négatifs. Encourager les questions de recyclage, etc., restaurer l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai beaucoup insisté sur le fonctionnement bancaire et plus largement du secteur financier. Je ne vous ai pas expliqué comment fonctionnait un hedge fund ou des trucs comme ça, mais c'est encore pire qu'une banque. On a une très bonne conf sur le site de conf du groupe que vous pouvez trouver sur YouTube, ça s'appelle Comprendre, Réagir. Il y a une conf de Marc Chenet qui est un type de l'Université de Zurich, elle est en français, je vous rassure tout de suite, qui explique très exactement pourquoi tous ces produits financiers c'est du gangstérisme. Et que si une assurance par exemple faisait la même chose, ils seraient tous en taule tout de suite. Donc il faut faire ça, on n'est pas prêt de le faire, mais il faut le refaire. Quand on commence à dire qu'on révise le fonctionnement bancaire et financier, immédiatement, vous soulevez la question qui suit, qui est celle de la limite des écarts de richesse et de revenus. C'est pas possible autrement. À partir du moment où vous dites qu'on arrête de rémunérer exponentiellement ceux qui ont la richesse, vous enlevez par le même biais l'espoir que les gens qui sont pauvres un jour puissent accéder au même gâteau, même si c'est un espoir de plus en plus illusoire. Donc immédiatement vous avez une explosion sociale. Il est impératif de s'attaquer à ce problème-là en même temps que celui du dessus. Vous ne pouvez pas les décorréler. Et puis le dernier point, c'est un point dont on parle énormément en ce moment, qui concerne la sphère des communs, et qui... Je fais que souligner un truc que tous les gens qui parlent de commun soulignent, c'est-à-dire qu'on est depuis 100 ou 150 ans sur une opposition entre l'État et le marché. En fait, c'est une vision très réductrice de la façon dont une société est gérée. Il y a au moins 3 sphères, et pas 2, pas seulement le marché, pas seulement l'État, mais il y a aussi, et depuis très très longtemps, une sphère de commun. Alors, donc il y a beaucoup de gens qui essaient de promouvoir les communs. La faiblesse de ce discours, c'est que les moyens d'action sont faibles. Mais par contre, sur la pertinence de la gestion en commun, c'est-à-dire ni par le privé, ni par le public, et si vous avez des questions là-dessus, on pourra peut-être en parler un peu, mais ce que ça veut dire, ni privé, ni public, de ressources communes, pour éviter ce que Hardin a appelé la tragédie des ressources communes, et que justement, dans son analyse des socio-écosystèmes, Elinor Ostrom avait analysé ce problème-là. C'est comme ça que ça a un peu commencé. Alors elle a une vision très économie standard de ça, mais c'est pas grave. On ne pourra pas sortir de cette antinomie-là sans redévelopper effectivement une sphère commune. Pour les raisons qui sont déclinées à droite, et je vous laisse les lire parce que j'ai dépassé mon temps. L'économie était pensée comme étant une économie de marché peu ou prou. Alors le rendement des croissants, c'est un principe qui n'est pas forcément lié uniquement aux dynamiques économiques. C'est une dynamique d'investissement, que ce soit de temps, d'argent, d'énergie dans un système par rapport en fait aux flux qui ressortent de ce système, des éléments qu'on peut mesurer, qui sont produits par le système. C'est une dynamique qui, on le voit bien dans les systèmes économiques, lorsqu'en fait on met de l'énergie, de l'argent ou du temps dans un système qui produit un certain nombre de valeurs, et on peut le voir